La Palestine, un territoire qui existe depuis des millénaires et dont les frontières varient au fil des époques, autour de Jérusalem, de la Galilée, de Gaza, un territoire habité par les Cananéens, puis les Philistins, autour de 1200 avant Jésus-Christ, puis viennent les Israélites, qui vont construire les royaumes juifs d'Israël et de Juda, dont les frontières font débat et qui vont exister pendant environ 460 ans, entre 1050 et 589 avant Jésus-Christ. C'est autour de ces petits royaumes que vont être produits les textes religieux qui servent de base à la Bible et aux trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais dès 589 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda tombe sous domination babylonienne. Pendant les 2500 ans qui vont suivre, la Palestine n'aura pas de véritable indépendance politique. Après les Babyloniens viennent les Perses, puis les Grecs, qui vont être les premiers à nommer cette terre Palestine, un mot dérivé de Philistin. Viennent ensuite les Asmonéens et les Romains qui vont institutionnaliser le nom de Palestine. Elle fera ensuite partie des califats arabes pendant 4 siècles avant d'être le cœur des guerres de religion de la période des croisades. En 1250 après Jésus-Christ, elle est définitivement conquise par les Turcs qui la conserveront jusqu'au 19e siècle, où elle va devenir le centre d'attention des empires coloniaux français et anglais qui cherchent à contrôler les lieux saints et surtout donner accès à un foyer national pour le peuple juif qui cherche à fuir l'antisémitisme européen. Mais sur place, comment les Palestiniens ont-ils réagi? On nous les présente souvent comme des victimes passives subissant les bombardements ou les défaites militaires, ou alors comme des terroristes assoiffés de sang et d'attentats suicides. Pourtant, la lutte des Palestiniens pour leur indépendance politique a pris de nombreuses formes et ne s'est pas toujours concentrée contre les sionistes juifs. Dans cette vidéo, je vous propose de remonter dans l'histoire anticoloniale de la Palestine depuis la période ottomane jusqu'à la catastrophe de la Nakba en 1948. Bienvenue sur Histoire Crépue, nous sommes un média antiraciste indépendant. On vous parle d'actualité et d'histoire avec un focus sur le contexte colonial qui a construit le monde dans lequel nous vivons. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche et si vous avez les moyens de nous soutenir, rendez-vous sur notre site histoirecrépue.fr. Vous y trouverez des articles et des newsletters accessibles gratuitement. Dans cette vidéo, je vais survoler l'histoire politique de la Palestine. Je m'appuie principalement sur les livres de Henri Lawrence et de Ilan Pappé. Vous trouverez les sources en description. Je vais me concentrer sur la question coloniale, mais ce n'est bien évidemment pas la seule grille de lecture pour comprendre l'histoire palestinienne. On est d'accord. Si vous avez d'autres éclairages et des corrections à faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, pour commencer, qui sont les Palestiniens ? On l'a vu, la Palestine a été peuplée par de nombreux groupes humains. Il y a 2600 ans, les Israélites ont occupé une partie de la Palestine pendant 4 siècles et demi, mais pendant la majeure partie de l'histoire récente, ce sont bien les Arabes qui sont restés environ 1200 ans sur la terre de Palestine. Mais attention, la Palestine était une région non officielle, un peu comme le Gévaudan aujourd'hui en France. Les Gévaudanais existent, ils ont même une vieille langue issue de l'occitan, mais actuellement le Gévaudan n'est pas autonome politiquement et ses frontières ne correspondent à aucune frontière administrative officielle de la France. C'est un peu pareil pour la Palestine du 19e siècle. Les Palestiniens ont une culture, une histoire, une manière de parler, un terroir, des traditions politiques, mais ils n'ont pas de statut administratif officiel dans l'Empire ottoman. Et ils ne sont pas organisés autour de l'idée de nation palestinienne. Parce que de toute façon, à cette époque, le nationalisme n'était pas encore à la mode. Les gens vivaient au sein d'empires sans se revendiquer comme des nations limitées à leur territoire. Selon Ilan Pappé, les idées nationalistes sont arrivées au Moyen-Orient en partie par des missionnaires américains qui voulaient diffuser des idées d'émancipation issues de leur propre histoire d'indépendance vis-à-vis de l'empire colonial britannique. Et selon l'historien Rachid Khalidi, l'élite palestinienne locale a commencé à rechercher l'indépendance d'abord au sein d'une grande Syrie unie, voire d'États-Unis d'Arabie, une sorte de grande coalition d'États arabes. Et pour y arriver, les nationalistes palestiniens exigent d'abord plus d'autonomie au sein de l'Empire ottoman. À l'époque, les empires coloniaux français et anglais sont en train de conquérir le monde et ils cherchent à s'infiltrer dans l'Empire ottoman dont le pouvoir est en train de décliner. C'est ce qu'on appelle la question d'Orient.
En 1831, les Ottomans perdent temporairement le contrôle de la Grande Syrie, dont faisait partie la Palestine, face à l'Égypte. Les Anglais et les Français interviennent diplomatiquement et militairement dans la région. Ce qui intéresse les colons européens, c'est de savoir qui va contrôler la Terre Sainte, les catholiques français ou les Anglais protestants. Il faut savoir qu'à l'époque, en Angleterre, il existe un puissant lobby chrétien protestant sioniste qui attend le retour du Christ, qui ne sera possible, selon eux, que si les Juifs rentrent en Israël. Lord Shaftesbury dira en 1853 que « La Grande Syrie est un pays sans nation, à la recherche d'une nation sans pays. Or, existe-t-il une telle nation ? Bien sûr, en la personne des anciens et légitimes détenteurs du sol, c'est-à-dire les Juifs. » On se rappelle que l'autonomie du royaume de Juda date de 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'était avant la naissance de César, avant la création du royaume franc. Si on se base sur ce genre de date, on pourrait justifier aujourd'hui le retour d'Al-Andalus et de l'Espagne musulmane, par exemple. Vous comprenez que si on se base uniquement sur l'histoire, c'est une drôle d'idée de revendiquer la légitimité d'un pouvoir politique qui a disparu depuis plus de 2000 ans. Sauf qu'à l'époque, on est en pleine période coloniale. Les colons européens s'amusent déjà à découper le monde selon leurs intérêts. Et s'ils parviennent à contrôler la Palestine, ils pourront y faire ce qu'ils veulent. Au même moment, l'antisémitisme est en train de grandir en Europe. Certains juifs, organisés autour de la figure de Theodor Herzl, développent l'idée du sionisme politique et demandent à créer un État des Juifs en Palestine. Mais qu'en pensent les populations palestiniennes ? En Palestine, les Arabes sont mécontents, mais leur colère est dirigée d'abord contre les Turcs de l'Empire ottoman. Pour vous donner un exemple, en 1908, un conflit éclate entre les différents patriarches de l'Église orthodoxe de Jérusalem. Les chrétiens arabes veulent en finir avec la domination des chrétiens grecs soutenus par les Turcs. Les chrétiens arabes vont donc s'allier avec les musulmans arabes et c'est dans ce contexte que va se consolider un sentiment national arabe spécifiquement palestinien qui réunit des chrétiens et des musulmans. Au même moment, le pouvoir ottoman est secoué par la révolution jeune turque qui apporte la laïcité dans l'empire et qui va accélérer les possibilités d'achat de terres pour les juifs sionistes. En réaction, une famille chrétienne, les Al-Issa, vont lancer un nouveau journal en 1911. Son titre est simple, Philistine, la Palestine. Il s'adresse directement aux Palestiniens, chrétiens et musulmans, et il s'oppose résolument au sionisme soutenu par les Britanniques. Vous comprenez la complexité de la situation, mais tout va être bousculé par la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, allié à l'Allemagne, s'effondre après la Première Guerre mondiale. C'est enfin l'occasion pour les colons français et anglais de se partager le territoire grâce aux accords Sykes-Picot de 1916, qui prévoyaient que la Palestine deviendrait une zone d'administration internationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aucun empire colonial n'aurait le contrôle exclusif sur la Palestine, que le territoire serait confié à la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU. Oui, mais avec quelles frontières ? Selon Henry Lawrence, les Français et les Britanniques vont utiliser un atlas biblique pour tracer les frontières de la Palestine. Il faut comprendre que pendant des siècles, la Bible était un simple texte religieux, mais qu'avec la laïcisation, elle est de plus en plus considérée comme un texte historique dont le peuple juif est un acteur principal. Sauf qu'en 2000 ans, les lieux cités par la Bible sont difficiles à identifier. À l'époque, les estimations les plus fiables viennent des musulmans. Ce sont eux qui ont identifié les lieux saints de la Bible, ce qui explique que les lieux saints juifs et les lieux saints musulmans de Palestine sont généralement les mêmes. Si on prend par exemple l'esplanade des mosquées ou le temple des patriarches d'Hébron. Après ce découpage approximatif, la Palestine doit donc être dirigée par la Société des Nations. Mais cette solution n'arrange pas les chrétiens et les juifs britanniques sionistes qui vont allier leurs forces pour proposer la déclaration Balfour. Le 2 novembre 1917, l'Empire britannique publie la déclaration Balfour. C'est la première reconnaissance officielle par un grand empire colonial de l'existence d'un peuple juif et du droit à un foyer national en Palestine. Mais l'objectif réel pour les Britanniques, c'est surtout de s'assurer la sympathie des juifs américains et russes. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo si ça vous intéresse.
Et rappelez-vous, Histoire Crépue est un média antiraciste indépendant. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur notre site web, c'est grâce à vos dons qu'on produit nos vidéos. Bref, le projet sioniste est en train de devenir réalité et il va provoquer en parallèle un renforcement du discours nationaliste palestinien. En Palestine, des comités palestiniens islamo-chrétiens se forment autour du notable Moussa Kazim al-Husseini, un ancien haut fonctionnaire ottoman. Ils organisent régulièrement des congrès arabes palestiniens pour décider d'une direction à suivre. Faut-il réclamer l'indépendance d'une grande Syrie arabe ou bien revendiquer l'indépendance propre de la Palestine? Il faut bien comprendre qu'à cette époque, dans toutes les colonies européennes, commencent à émerger des discours nationalistes qui s'organisent militairement pour reprendre le contrôle de leurs terres. C'est aussi le cas au Liban, en Irak, mais la différence en Palestine, c'est le sionisme, cette colonisation de peuplement très spécifique portée par le colonialisme, mais aussi par un idéal de libération juive et de reconquête religieuse. Et en plus, la Palestine doit être contrôlée par la Société des Nations. Elle n'a pas de puissance coloniale clairement attribuée, alors contre qui les Palestiniens doivent-ils diriger leur colère? Contre le monde? Pas tout de suite, car la situation va changer. En 1920, la Société des Nations décide finalement de confier la Palestine à l'Empire colonial britannique. Ce mandat donne aux colons anglais la responsabilité explicite de mettre en œuvre la déclaration de Balfour, et donc d'établir en Palestine un foyer national pour le peuple juif, tout en assurant la sauvegarde des droits civils et religieux des Palestiniens non juifs. Moussa Kazim Pacha et les notables palestiniens ne sont pas d'accord. Ils veulent avant tout des droits politiques. Pour eux, la déclaration Balfour fait des Palestiniens des étrangers dans leur propre pays. Ils décident donc de boycotter le système politique proposé par les Anglais. La Palestine devient une exception dans l'Empire colonial britannique. C'est le seul territoire qui n'a aucun député élu indigène. En parallèle, les Palestiniens créent leur propre institution non élue. On peut parler d'autorité palestinienne qui regroupe différents partis arabes de Palestine. Et les Anglais vont être obligés de dialoguer avec leur représentant palestinien, Moussa Kazim Pacha, pour négocier sur les questions politiques du pays. Mais cette solution diplomatique ne plaît pas à tous les Palestiniens. Au même moment, un homme nommé Hajj Amin al-Husseini incite les Arabes à chasser les Juifs et les Britanniques de Palestine. C'est la révolte du Nabi Moussa. Hajj Amin al-Husseini appartenait à la grande famille des Husseini. Il a reçu une éducation typique des notables de l'époque. Il a appris l'arabe et l'islam dans une école religieuse, le turc dans une école d'État et le français chez les missionnaires catholiques, puis à l'Alliance israélite universelle. En parallèle, il est aussi affilié à la société secrète Al-Fatah. Amin al-Husseini est férocement antisioniste. Après les troubles du Nabi Moussa, il est désigné comme agitateur par les colons britanniques qui cherchent à l'arrêter. Dès 1920, il doit fuir à l'étranger. Et en 1921, son demi-frère, qui était le moufti de Jérusalem, meurt. Une élection est organisée pour désigner le nouveau moufti, mais en réalité, ce sont les colons britanniques qui choisissent, et contre toute attente, ils désignent Hajj Amin al-Husseini, qui rentre en Palestine avec un large soutien populaire. Il devient le grand moufti de Jérusalem. À l'époque, les Anglais et les Français mettent en place des administrations communautaires au Moyen-Orient. Sir Herbert Samuel, administrateur anglais, crée le Conseil islamique suprême en 1922 pour gérer les affaires musulmanes de Palestine. Et il confie sa présidence à Hajj Amin al-Husseini, qui devient donc le garant de l'ordre public en Palestine. Il est le tampon entre les colons et les Arabes. Et il va utiliser cette position pour faire pression sur les Britanniques et ralentir le déploiement du sionisme. À cette période, différentes options existent pour répartir le pouvoir en Palestine. Une association juive très marginale nommée Brit Shalom est fondée en 1925 et propose de créer un seul État indépendant pour les deux nations avec une complète égalité des droits. Mais cette idée ne plaît ni aux sionistes ni aux Arabes qui veulent avant tout l'indépendance nationale palestinienne. Et les troubles continuent.
En août 1929, des violences entre Arabes et Juifs font plusieurs morts. Les Juifs d'Europe accusent les Britanniques de laisser faire des pogroms en Palestine. Les administrations coloniales sont aussi terrorisées à l'idée que les peuples musulmans colonisés du monde entier se soulèvent contre les Occidentaux. En réaction, par exemple, au Liban, administré par la France, des manifestations éclatent qui rassemblent des chrétiens et des musulmans contre les colons européens, mais aussi contre le sionisme. Et la France va tenter de canaliser cette colère spécifiquement contre le sionisme et donc contre les colons britanniques. Vous comprenez encore une fois la complexité. Bref, tout s'accélère en 1936, les Arabes déclarent une grève générale suite à de nouvelles violences avec les Juifs. La grève générale fut le déclencheur de la Grande Révolte arabe qui va durer de 1936 à 1939. C'est la plus grande révolte anticoloniale de l'Empire britannique dans l'entre-deux-guerres. D'abord le contexte. La proportion de la population juive en Palestine était passée d'un dixième en 1917 à un tiers en 20 ans. Et en même temps, les colons britanniques, sous la pression des sionistes, refusaient d'accorder aux Arabes les institutions politiques qu'ils demandaient. Donc en avril 1936, 2 Juifs sont assassinés par les fidèles d'Izz al-Din al-Qassam, suivi par le meurtre de 2 Arabes par la milice juive Irgun. Les Arabes entrent en grève et réclament l'arrêt de l'immigration juive et l'arrêt des transferts fonciers. Le 25 avril 1936, un haut comité arabe est constitué pour diriger la révolte. Il va être présidé par le grand moufti Hadj Amin al-Husseini, qui accepte pour l'occasion de s'allier avec son pire rival palestinien, Rahib al-Nashashibi. Oui, il y avait aussi des guerres politiques internes aux Palestiniens qui sont bien racontées dans le livre La question de Palestine, écrit par Henri Laurence. Les sources sont dans la description. En 1937, après une période de désobéissance civile puis de guérilla, les colons européens admettent que le mandat britannique est un échec. Impossible de concilier les revendications sionistes et celles des nationalistes palestiniens. Pour arrêter la révolte, les Britanniques font appel aux rois arabes des alentours. Les rois d'Irak, de Transjordanie et d'Arabie qui demandent aux Palestiniens d'arrêter la guérilla. Cette collaboration est l'un des premiers exemples de l'illusion de la solidarité arabe autour de la Palestine. Mais il faut bien comprendre que les rois arabes de l'époque viennent tout juste d'obtenir leur autonomie et qu'ils ne sont pas encore assez solides pour défier l'empire colonial britannique. Après la révolte, les Palestiniens obtiennent quelques concessions politiques quand même. Un livre blanc publié par les Britanniques en 1939 impose une limitation de l'immigration juive et du transfert des terres arabes à des juifs. Il promet même la création d'un État unitaire dans les 10 ans, dans lequel juifs et arabes partageraient un gouvernement qui permettrait de préserver les intérêts de chaque communauté. Cette proposition va être rejetée aussi par la communauté juive palestinienne et ses forces paramilitaires qui se lancent à leur tour dans une révolte générale. Pendant ce temps, les colons britanniques dissolvent le Haut Comité arabe et ordonnent l'arrestation massive de la classe politique palestinienne. Hadj Amin al-Husseini s'enfuit au Liban sous mandat français. C'est à partir de là qu'il va encourager la poursuite de la guérilla en Palestine. Et c'est bientôt le début de la Seconde Guerre mondiale qui va tourner tous les regards vers l'Europe avec un déploiement sans précédent de l'antisémitisme. C'est à cette période que Hadj Amin al-Husseini rejoint l'Europe et rencontre Mussolini puis Hitler. Au-delà de son antisionisme politique, Husseini était concrètement antisémite. À la fin de la guerre, il est arrêté et emprisonné en France. C'est l'heure du bilan. Les puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie, l'Italie et leurs collaborateurs, comme l'Empire colonial français, ont emmené l'antisémitisme à un niveau d'horreur sans précédent. Après la guerre, les puissances européennes doivent assumer les conséquences de l'antisémitisme qui a permis le génocide des Juifs, mais aussi leur discrimination dans les pays soumis à la domination nazie. Les familles juives traumatisées ne veulent plus rester dans une Europe qui continue à les rejeter. Alors que les images de la Shoah commencent à circuler, les violences antisémites continuent en Europe. L'antisémitisme est si profondément ancré dans la culture que beaucoup de Juifs ne voient plus d'espoir ni de sécurité en Europe. Ils vont s'engager dans le projet sioniste et décident de rejoindre la Palestine. Sur place, les colons britanniques doivent gérer les résistances arabes, les milices sionistes, mais aussi le fait que les Arabes et les sionistes veulent leur indépendance et donc veulent se débarrasser des colons britanniques. Après la guerre, l'idée du nationalisme arabe prend de l'ampleur, portée par l'Égypte et les nations arabes qui viennent d'obtenir leur indépendance et qui veulent repousser l'influence coloniale européenne
hors du Moyen-Orient. Le 22 mars 1945, la Ligue arabe est fondée au Caire. Elle rassemble l'Égypte, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Transjordanie, la Syrie et le Liban. Mais que faire de la Palestine qui n'a pas de gouvernement arabe officiel? Elle va être inscrite avec un statut spécial sans droit de vote, sauf pour les questions internes à la Palestine. D'ailleurs, le représentant de la Palestine au sein de la Ligue arabe n'était pas désigné par les Palestiniens, mais par la Ligue elle-même. Encore une fois, les Palestiniens ne sont pas les maîtres de leur destin politique. La Ligue décide de reconstruire le Haut Comité arabe avec Al-Husseini à sa tête. Il s'est enfui de France et tente de diriger la résistance palestinienne depuis l'Égypte. Mais il n'est plus au contact de celles et ceux qui luttent sur le terrain et il perd progressivement de la crédibilité. En Palestine, on ne compte plus les attentats perpétrés par des Juifs ou par des Arabes. La situation est un bourbier, les Britanniques n'assument plus. Ils décident d'abandonner leur mandat en mai 1948. Les Juifs sionistes déclarent l'indépendance d'Israël et pour les Palestiniens, c'est le début de la catastrophe. Des milliers de familles doivent fuir, des centaines de villages sont rasés. C'est la Nakba. Pourtant, les Palestiniens ne vont pas cesser de lutter pour leur indépendance et pour leur droit à disposer d'eux-mêmes. Mais comment s'organiser face à cette nouvelle présence coloniale qui n'est plus l'empire colonial britannique, mais l'État juif d'Israël? Faut-il viser une solution à deux États ou un seul État dans lequel les Juifs et les Arabes auraient les mêmes droits? Si la réponse vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je pourrais écrire une nouvelle vidéo qui reviendra en détail sur l'histoire de la lutte pour l'indépendance de la Palestine depuis la Nakba jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Pour conclure, je vous partage ma lecture personnelle de l'histoire coloniale de Palestine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On l'a vu, la Palestine est un territoire ancien, habité depuis des millénaires. Mais l'idée d'un peuple palestinien uni au sens moderne de nation est une construction plus récente, forgée dans le contexte des luttes anticoloniales. Comme beaucoup d'autres peuples soumis à la colonisation, les Palestiniens ont dû se définir comme un peuple à l'intérieur de frontières qui leur avaient été imposées par les puissances coloniales. Et c'est un processus qu'on retrouve ailleurs. Si on regarde vers l'Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, les Atiers, les Bétés, les Dioula ont dû faire nation dans les frontières héritées de la colonisation française pour revendiquer leur indépendance, l'indépendance nationale de la Côte d'Ivoire. Pour être reconnus par les institutions internationales, tous les peuples colonisés ont été obligés de suivre plus ou moins ce parcours. Cela a engendré des nations aux contours subis, parfois contestés encore aujourd'hui. On ne peut donc pas comprendre les revendications d'indépendance des Palestiniens sans les replacer dans l'histoire plus large des luttes anticoloniales du XXe siècle. Même si cette lutte ne commence pas avec la colonisation. On l'a vu depuis des siècles, des hommes, des femmes, des familles, des partis politiques se sont mobilisés en Palestine. Ce n'était pas toujours dans l'horizon d'un État-nation indépendant, mais c'était quand même de la mobilisation politique. La spécificité de l'anticolonialisme en Palestine, elle tient au fait que Israël, un État confessionnel juif fondé par des juifs en exil, a pu déclarer son indépendance avant que les Palestiniens n'en aient eu la possibilité. Cette situation nous rappelle deux autres décolonisations catastrophiques de l'empire colonial britannique. Par exemple, les États-Unis, une colonie de peuplement fondée par des protestants qui fuyaient les persécutions en Europe, qui pensaient avoir trouvé leur terre promise en Amérique et qui ont chassé les peuples natifs. Après avoir presque tout rasé, ils ont pris leur indépendance vis-à-vis de leur métropole coloniale, les Anglais. On peut aussi comparer avec la décolonisation de l'Inde en 1947. Le pays a été découpé sur des bases religieuses et des milliers de musulmans ont dû fuir au Pakistan et au Bangladesh et des hindous aller vers l'Inde. Le combat pour l'indépendance palestinienne s'inscrit complètement dans l'histoire globale des décolonisations. Et ce combat ne s'est pas arrêté en 1948. Si ça vous intéresse, je préparerai une deuxième vidéo consacrée à l'histoire de la Nakba, à la création de l'OLP, aux intifadas, à la montée du Hamas et à la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Ce sera aussi l'occasion d'inviter des spécialistes pour apporter davantage de nuances et de complexité. Mais pour poursuivre ce travail, on a besoin de votre soutien. N'oubliez pas, Histoire Crépue est un média antiraciste indépendant. Nos recherches, nos vidéos, nos interviews existent grâce à vos dons. Prenez le temps d'aller sur notre site si vous voulez nous soutenir financièrement. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!